sonné de vous actualiser sur votre chaîne Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, partout vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre ces actualités. En République démocratique du Congo, une nouvelle étape est franchie dans les purges au sein des forces armées. Plusieurs autres officiers, dont d'anciens proches du pouvoir, ont été transférés à la prison militaire d'Endolo après une enquête de 6 mois du Conseil national de cyberdéfense. De quoi sont-ils accusés? Éléments de réponse dans ce récit. La tempête judiciaire qui secoue les forces armées de la République démocratique du Congo s'intensifie. À l'issue d'une enquête approfondie menée pendant 6 mois par les experts du Conseil national de cyberdéfense, plusieurs hauts gradés ont été transférés à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa. Parmi les officiers concernés figurent le lieutenant-général Frank Bouamunda Ntumba, ancien chef de la maison militaire du président de la République, le général-major Christian Daiwel Okura, ainsi que les généraux des brigades Benjamin Katende Batubadila et Antoine Longonjo Lobanji, connus sous les surnoms de Lolo. S'ajoutent à cette liste les colonels Gilles Boele Bagolomé, les majors Jalambert Mbole Ngodili et plusieurs autres prévenus. L'enquête met également en cause des civils, notamment Jean-Marcel Kabeyambouyi, John Safari Bigaroura, John Nambu Letang, ainsi que le lieutenant-colonel Abba Sebakungu, bruyant davantage la frontière entre sphère militaire et réseaux civils soupçonnés d'activités subversives. Selon le CNC, des preuves irréfutables auraient été rassemblées contre les suspects. Ils sont poursuivis pour une série d'infractions graves, notamment association des malfaiteurs, complot contre les chefs de l'État, tentative d'assassinat, trahison par contact avec une puissance étrangère, violation des consignes militaires, clientélisme, diffusion des fausses informations sur les réseaux sociaux, offense au président de la République, incitation à s'armer contre l'autorité de l'État et tribalisme. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de récomposition et d'assainissement de la hiérarchie militaire amorcée depuis 2025 par les autorités congolaises. Officiellement, ces mesures visent à renforcer la discipline, la loyauté et la cohésion au sein des FARDC dans un environnement sécuritaire marqué par les conflits persistants à l'est du pays. Si la présomption d'innocence demeure démise, ces arrestations spectaculaires traduisent néanmoins la volonté affichée du pouvoir de frapper fort contre toute velléité de déstabilisation interne, y compris au plus haut sommet de l'appareil sécuritaire. Processus de paix dans l'Est et la RDC, invité du magazine Dialogue entre Congolais sur Radio Okapi, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya a réaffirmé l'attachement de Kinshasa au processus de médiation en cours, notamment celui de Doha. Il conditionne toutefois leur poursuite en un geste de confiance, le retrait de l'armée rwandaise vers ses positions initiales par respect aux médiateurs. Suivez un extrait de son intervention. Monsieur le ministre, où en est-on aujourd'hui avec le processus de Doha? On n'en parle presque plus et il y a même une certaine opinion qui se permet, n'est-ce pas, de dire que les chefs de l'État auraient tourné le dos au Qatar parce qu'il n'a plus confiance, n'est-ce pas, dans ces processus. Écoutez, il y a évidemment tous ces poisons rwandais, les fake news, les mensonges, toute la grosse machine des désinformations. Je crois que c'était sur Okapi que j'avais démontré que le Rwanda, c'est un pays qui produit industriellement du mensonge à destination des réseaux sociaux et de notre écosystème. Heureusement que nous travaillons à les déconstruire systématiquement. Le président de la République a envoyé à la fois au processus de Washington, les processus de Doha, comme il a foi aussi aux initiatives portées par les pays africains. Mais ici, il faut rappeler que lorsque vous décidez de reprendre les armes, nous avions discuté à Doha, nous nous sommes mis d'accord sur le mécanisme du cessez-le-feu. Il y a eu des réunions qui se sont tenues notamment en octobre dans ces cadres-là pour voir comment on mettait en place ces systèmes, ces mécanismes de cessez-le-feu. Nous avons fait une avancée avec notamment la question de prisonniers. Mais qu'est-ce qui explique que devant les médiateurs, devant tout ce qui a été salué, toutes ces actions qui ont été positivement saluées par la communauté internationale, que le fils et le père décident de faire volte-face. Donc il est évident que le Rwanda, du point de vue des médiateurs, du point de vue que ce soit du médiateur qatari ou américain, n'a que peu de considération sur ce que nous signons.
Et je pense que les médiateurs, d'où ils sont et par la manière de travailler, ils tirent les conséquences de tout ceci. Comment pensez-vous alors que demain, nous devons nous être confortables à aller nous asseoir avec ceux qui n'ont jamais rien respecté dès le départ, même quand nous avons déjà fait de progrès. Et donc pour le moment, par rapport à Doha, il y a un blocage. Évidemment, aujourd'hui, pour nous, il faut quitter Ouvira. Il faut repartir aux lignes des départs. Et donc vous conditionnez la poursuite des négociations de Doha par le retrait du 23. Écoutez, nous avons des discussions en cours avec les médiateurs parce qu'on n'a jamais arrêté de discuter avec les médiateurs, mais il est évident qu'en face d'une violation si flagrante, il est évident que les Rwandais, comme les M23, doivent reculer d'où ils étaient pour permettre aux étapes restantes du processus de donner les résultats qui sont attendus. Face à la persistance des tensions dans l'Est du pays, le vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito hausse les tons. Dans une interview accordée à France 24, il affirme que la République démocratique du Congo est capable d'investir jusqu'à 5 milliards de dollars en 5 ans pour renforcer son armée au cas où le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, refuserait la voie de la paix. Suivez ses propos. D'après vous, le Rwanda fait ce qu'il faut pour appliquer cet accord ou non? Et jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé. Lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs. Et si le Rwanda veut la guerre, ils vont l'obtenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que son gouvernement, le gouvernement que dirige Jonathan Tsumila, s'est préparé. Et nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars pour financer la guerre et nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons pour engager la guerre avec les Rwandais. Si les Rwandais ne veulent pas cette paix, comme on dit, qui veut la guerre qui veut la paix prépare la guerre. Alors, on va venir aux questions budgétaires, mais c'est vrai que l'AFC M23 contrôle la plus vaste étendue de territoire jamais occupé par un groupe rebelle en RDC depuis les années 90, les années 2000, et si jamais les rebelles décident d'aller vers le sud, c'est-à-dire vers la riche région minière du Katanga, est-ce que vous ne craignez pas un risque de déstabilisation du pays? Eh bien, nous avons signé l'accord pour qu'avec les Rwandais, nous retrouvions la voie de la paix. Et si les Rwandais ne veulent pas comprendre, nous préparons véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous sommes en train de préparer nos armées à cet effet. Donc, les Rwandais obtiendra ce qu'ils voudront de la part de notre pays. À Kinshasa, la lutte contre l'insalubrité prend un nouveau tournant. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a conclu un partenariat stratégique avec l'entreprise libanaise Averda, spécialisée dans l'assainissement urbain, dans l'objectif d'améliorer durablement le cadre de vie des Kinois. Plus de détails dans ce reportage. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a présidé mardi 6 janvier 2026 à l'hôtel de ville une séance de travail consacrée à l'assainissement de la capitale. Eh ben, écoutez, donc on a une séance qui concerne l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il s'avère qu'Averda a travaillé sur le sujet il y a 5 ans. On a fait une étude de la ville de Kinshasa sur tout le système d'assainissement et de la propreté de la ville. Au lendemain de cette réunion technique, mercredi 7 janvier, l'autorité urbaine s'est rendue sur le site du ministère des Travaux publics où sont stationnés les engins acquis pour mener les opérations d'assainissement afin d'évaluer leur état avant le début effectif des travaux sur le terrain. Le premier citoyen de la ville était accompagné de l'équipe dirigeante de la société Averda ainsi que des experts du secteur. Ici est de noter que ce partenariat entre l'hôtel de ville de Kinshasa et la société Averda s'inscrit dans le cadre du programme Kinshasa Ezobonga porté par l'exécutif provincial sous l'impulsion
du gouverneur Daniel Bumba est en cohérence avec la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif poursuivi est clair, mettre fin à l'insalubrité chronique qui affecte la capitale congolaise depuis plusieurs décennies et améliorer les conditions de vie des Kinois. S'inscrivant dans cette vision, le directeur du développement de la société Averda, M. Nicolas Ashkar, a réaffirmé la volonté de son entreprise de collaborer étroitement avec le gouvernement provincial afin de répondre efficacement aux attentes des populations quinoises en matière d'assainissement. Dès ce mercredi, Averda a entamé l'actualisation des données issues de ses études sur la problématique de l'assainissement à Kinshasa. Les travaux de terrain devraient débuter dès les prochaines semaines, conformément aux recommandations des autorités urbaines. Dans la province de la Chopo, Paulin Ndongolia, les Babonga, a officiellement repris ses fonctions de gouverneur mardi 6 janvier après une période d'intérim assurée par Didier Lumoyo Ikitu. Il a été réhabilité par le ministère de l'Intérieur. Reportage. Tout commence par la lecture officielle du message du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur confirmant la réhabilitation de Paulin Ndongolia, message lu par l'inspecteur provincial de la territoriale Pierre Bakoyi Bakongo. S'en est suivi la remise symbolique du sceau et du signataire par les gouverneurs intérimaires Didier Lomoyo Itiku. Le tout est consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Dans son mot de circonstance, Didier Lomoyo Itiku revient sur son passage à la tête de la province qu'il dit avoir mené dans l'esprit de la vision Chopo Mosala orientée vers l'action et le développement. Prenant à son tour la parole, Paulin Ndongolia exprime sa gratitude envers le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour avoir respecté les principes de l'État des droits aboutissant à sa réhabilitation. Il insiste sur le fait que son retour n'est une victoire personnelle ni une défaite pour d'autres, mais plutôt une invitation à l'unisson. Je ne dirais pas que cette réhabilitation constitue une victoire. On n'a gagné personne. C'est le droit qui a été dit. Et comme le droit a été dit, je suis revenu pour continuer mon travail avec tout le monde, en commençant par la première institution de la province, qui est l'Assemblée provinciale, dont je suis personnellement l'émanation. J'ai besoin de la bonne collaboration, j'ai besoin qu'on se coalise, qu'on mette nos forces ensemble pour l'intérêt général de la province. Il appelle enfin ses collaborateurs à rejeter les antivaleurs en vue de faire mieux. À tous ceux qui nous accompagnent, je vous appelle à bannir la division, les traîtrismes, les accusations infondées et se mettre ensemble, rectifier les erreurs et faire encore. Après les lois là-bas, la commission Hadouoko du ministère de Mines est désormais dans les Haut-Katanga. À Lubumbashi, les dossiers des entités de traitement de minéraux ont été examinés hier, mercredi, afin de vérifier leur conformité et la traçabilité des produits miniers. Objectif affiché, assainir un secteur stratégique pour l'économie nationale. Reportage. Après le Lalaba, les opérations de contrôle des entités de traitement des substances minérales se poursuivent désormais dans la province du Haut-Katanga. À Lubumbashi, ce mercredi 7 janvier 2025, la commission ad hoc instituée par le ministre des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba, a lancé la phase opérationnelle de ses travaux en présence des autorités provinciales. Dès le début de la journée, les responsables des entités concernées ont répondu à l'appel de la commission en présentant leur dossier. Ces derniers comprenaient l'ensemble des documents administratifs, juridiques et techniques requis, ainsi que les éléments relatifs à la traçabilité des minerais et à la légalité des sources d'approvisionnement. Les membres de la commission ont procédé à un examen approfondi des dossiers soumis dans le strict respect du cadre légal et réglementaire en vigueur. Des échanges ont été engagés avec les responsables des entités afin d'éclaircir certaines situations, d'identifier d'éventuels
d'éventuelles insuffisances et de préciser les compléments à fournir, une mise en conformité totale. Conformément à son mandat, la commission dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception des dossiers déclarés complets pour achever les vérifications et formuler ses conclusions. Ces travaux se sont déroulés dans un climat de responsabilité et de collaboration, traduisant la volonté du gouvernement de la République de renforcer la gouvernance du secteur minier. Retour dans le tribune de la CAN au Maroc pour terminer. Le célèbre supporter congolais Michel Koula, alias Lumumba, a reçu une invitation spéciale du gouvernement marocain pour rester au Maroc jusqu'à la fin de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Un hommage appuyé rendu à celui que beaucoup considèrent désormais comme la mascotte humaine de la CAN. Commentaire. Les mythiques supporters de Léopard de la République démocratique du Congo, Michel Koukamola Dinga, plus connu sous les sobriquets de Lumumba, continuent de marquer la Coupe d'Afrique des Nations 2025 bien au-delà de résultats sportifs. Selon son manager Grevin Tamboué, joint mercredi par l'agence congolaise de presse, ACP, le gouvernement marocain, pays hôte de la compétition, a officiellement exprimé les souhaits de voir Lumumba rester au Maroc jusqu'à la fin du tournoi, malgré l'élimination des Léopards après leur défaite face à l'Algérie. Effectivement, nous avons été contactés par le gouvernement marocain qui a adressé une invitation aux supporters Lumumba. Après la défaite de Léopard, des représentants sont venus nous présenter une offre verbale demandant à ce qu'il termine la CAN sur place, a confirmé son manager. Véritable icône des gradins, Lumumba s'est imposé comme un symbole de la ferveur congolaise et de l'ambiance africaine de la CAN, attirant l'attention des autorités aussi bien sportives que politiques du continent. En reconnaissance de son rôle, le ministre congolais des Sports, Didier Boudimou, lui a offert une Jeep, saluant son engagement, son patriotisme et sa contribution à l'image festive du football africain. L'hommage s'est également poursuivi à Casablanca, où Lumumba a été honoré par la Fédération algérienne de football en présence du ministre des Sports et des Loisirs. Le directeur de la communication de la FAF lui a remis de maillot de Fennec floqué Lumumba, symbole fort de fraternité sportive et de respect entre supporters africains. Du simple passionné à ambassadeur populaire du football africain, Lumumba incarne désormais ses 12e hommes sans frontières, célébrés au-delà des rivalités et des couleurs nationales. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Au revoir.